Auditeurs et auditrices de Rewmi FM, bonjour et bienvenue dans votre émission L'encre et la plume, l'émission que la radio propose tous les samedis à partir de 9h. Nous recevons ce matin Cheikh Atab Mané. Il est enseignant-chercheur à l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass. Il est également le coordonnateur de SAES section Hussein. Cheikh Atab Mané, bonjour et merci d'être parmi nous à Rewmi FM ce matin. Bonjour Khadi. C'est moi. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour l'invitation et saluer de passage les auditeurs et auditrices de Rewmi FM. Merci beaucoup. D'accord. C'est dans l'ordre de l'émission, Cheikh Atab Mané. Parlez-nous un peu de vous. Dites-nous un peu qui est Cheikh Atab Mané. Cheikh Atab Mané, je suis enseignant-chercheur à l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass depuis 2020. Et je suis spécialiste en machinisme agricole au niveau de l'UFR Sciences fondamentales et de l'ingénieur. Et je suis le coordonnateur du SAES section Hussein depuis 2024. D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation, Cheikh Atab Mané. Vous avez décrété 48 heures de grève en début de semaine, c'est-à-dire le lundi et le mardi. C'était quoi le motif ? Bon, merci Hadi pour cette interpellation. Et comme vous le savez, ça fait du bruit parce que l'université du Sine Saloum, pour la première fois de son histoire, est en grève. Donc le motif, il est double. Donc il est lié aux infrastructures et au budget. Alors, pour développer un peu par rapport aux infrastructures, comme vous le savez, c'est une université qui a commencé ses activités pédagogiques depuis 2019. Et donc, depuis 2019, l'université du Sine Saloum est dans des locaux d'emprunt. Et c'est une université dont la cartographie le situe sur 3 campus, Fatick, Kaolack et Kaffrine, et en plein cœur du bassin arachidier. Donc c'est la première université thématique du Sénégal qui est une université à vocation agricole. Alors ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans des locaux d'emprunt. Et comme vous le savez, comme toute université, c'est une université qui est très vite montée en puissance en fait. Donc une université qui est passée en 2019 de 1300 étudiants et à 8000 étudiants en 2025. Donc vous imaginez ce qui se passe actuellement. Alors que les locaux provisoires ou les locaux d'emprunt, c'était des locaux quand même qui étaient prévus pour des salles avec des salles d'une capacité de maximum 50 étudiants. Alors, étant donné que l'université est montée en puissance depuis 2019 et que c'est des enseignants qui en effet ont mis de leur argent, ont mis de leur temps pour démarrer cette université parce qu'ils croient à ce projet, on s'attendait à ce que ce projet puisse être accompagné durant ces années. Ceci n'étant pas fait, et les chantiers ayant démarré aussi et actuellement sont à un état d'exécution de 85%. Alors nous ne comprenons pas pourquoi jusque-là nous ne parvenons pas quand même à accéder à nos locaux, à nos propres locaux. Donc aujourd'hui, si je prends uniquement le campus de Fatick, qui en effet cette année avec la saison pluvieuse, donc nous avons été confrontés quand même à des salles qui ont des dalles qui tombent et des murs qui sont fissurés. Et ensuite, au-delà de cela a occasionné quand même un retard de 5 mois parce que l'université a été fermée depuis juillet 2025 et nous avons récemment repris les activités pédagogiques. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, à la suite du passage de la commission qui a été mise en place, la commission n'avait pas émis un avis favorable pour qu'on reprenne dans ces salles. Donc la conséquence c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui dans ce campus-là, nous n'avons que 4 classes disponibles pour 4 départements, 12 licences et près de 1500 étudiants. Donc actuellement les collègues font de leur mieux pour quand même rattraper ce gap. Mais en réalité ce qui se passe c'est que les étudiants, chaque licence ne fait cours que 2 fois dans la semaine. Donc ce qui rend impossible quand même l'idée de pouvoir stabiliser notre année universitaire dans ce campus. Donc, et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit il faudrait quand même qu'à un moment donné que l'État prête attention à cette université-là et puisse nous accompagner à accéder à nos propres locaux. L'autre élément, c'est le budget. Cette année, bon, il se trouve que l'université du Sine Saloum, pour la première fois, nous avons les administrateurs en fait ont rejeté le budget de l'université du Sine Saloum parce que le budget n'est pas sincère. Alors, un budget où vous avez 0 francs pour des charges locatives au moment où nous sommes dans des locaux d'emprunt, un budget où vous avez 0 francs pour la prise en charge des vacataires parce que l'université fonctionne avec 48 enseignants-chercheurs permanents. Donc, vous imaginez 8000 étudiants, donc ce qui fait qu'en réalité, nous avons
un taux de 80 voire 85% d'utilisation de vacataires. Donc les vacataires interviennent beaucoup dans cette université, puisque c'est une université à vocation agricole aussi. Donc une université où vous avez 0 francs pour la prise en charge des vacataires, une université où vous avez 0 francs pour les paiements d'électricité et tout, ce qui rend impossible le bon déroulement des activités pédagogiques, parce qu'on risquerait quand même d'ici 1 mois ou 2 mois de se faire expulser. Parce que les bailleurs, et pire que cela, nous devons des arriérés de paiement à certains bailleurs. Donc c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas fonctionner avec un budget de 2,7 milliards, ce qui est impossible à l'université du Sine Saloum, parce que c'est un budget qui ne couvre non seulement pas les salaires sur 12 mois, mais c'est un budget aussi qui ne permet pas de prendre en charge les acteurs pédagogiques, donc qui sont primordiaux pour le fonctionnement de cette université-là. Et donc les administrateurs ayant jugé toutes ces urgences se sont dit vraiment, ce budget-là, il doit être revu. Et c'est la raison pour laquelle nous avons saisi aussi notre tutelle, le ministre de l'Enseignement supérieur, pour lui faire comprendre qu'en réalité, que nous ne pouvons pas fonctionner dans ces conditions-là. Il faudrait quand même qu'on puisse quand même nous accompagner, étant donné que c'est une université qui monte en puissance. Donc après plusieurs interpellations, nous avons envoyé des courriers, nous avons fait des sorties médiatiques, des points de presse et tout, mais nous n'avons pas eu gain de cause. Nous nous sommes dit vraiment, il faudrait que nous nous fassions entendre, et c'est la raison pour laquelle nous avons décrété ces 48 heures de grève d'alerte, en attendant que la situation puisse être décantée auprès de l'État, notamment auprès de notre tutelle. Voilà. Cheikh Atab Mané, à vous entendre parler, on dirait que rien ne va à l'université du Sine Saloum. Oui, effectivement, c'est une université quand même, là nous souffrons, nous sommes dans des conditions de travail très très précaires, et les conditions d'apprentissage aussi ne sont pas optimales. Donc c'est très compliqué actuellement à l'université du Sine Saloum et la Biomediale. Au moment où nous nous apprêtons aussi à accueillir les nouveaux bacheliers. Donc, vous imaginez déjà la situation. Nous n'arrivons pas à finir l'année 2024. Et là, quand même, on doit aussi accueillir les nouveaux bacheliers de 2024. Ce qui rend la situation difficile. C'est un autre problème, étant donné que nous sommes toujours dans des locaux d'emprunt. Il faudrait que l'État puisse nous accompagner dans ces mesures. Et ce qui est à déplorer aussi, c'est que quand le ministre, quand il ne cite pas Hussein parmi ses urgences, nous nous demandons alors quelle est l'urgence dans ce pays-là. Parce que c'est la seule université en réalité qui ne dispose pas de locaux, de ses propres locaux. Donc nous disons quand même que c'est une université qui doit quand même faire partie des urgences actuellement au Sénégal. D'accord. Le mot d'ordre a-t-il été bien suivi? Oui, effectivement, tous les collègues. Donc ces 2 jours, lundi et mardi, il n'y avait pas d'activité pédagogique. Dans tous les campus, Kaolack, Fatick comme Kaffrine, donc tous les collègues ont suivi le mot d'ordre à 100%. D'accord. Et dites-nous, pourquoi déplorez-vous le problème du budget? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que nous disons le budget, il doit être dynamique, il doit suivre la montée à puissance d'une université. Donc un budget qui depuis 2020 ne suit pas, ça cause problème. Alors que l'université est passée, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 1300 en 2019 à 8000 étudiants aujourd'hui en 2025. Les enseignants, idem aussi, le recrutement, il suit aussi. Donc le budget est resté le même. Le budget est resté le même, c'est ça le problème. Alors que nous avons aussi recruté des enseignants. Donc, on était au nombre de 38, là, on est au nombre de 48. Donc, ce qui fait qu'en réalité, que les charges augmentent. Nous avons aussi recruté du personnel administratif, d'accompagnement, les PATS. Donc, le budget aussi doit suivre. Donc, étant donné que le nombre d'étudiants augmente, le nombre d'employés augmente à l'université du Sine Saloum, et là aussi, les charges locatives augmentent. Parce que quand les étudiants augmentent, il faudra trouver des salles. Il faudra louer des bâtiments pour pouvoir faire cours. Donc, ce qui, en effet, rend la situation plus compliquée actuellement. Et là, on n'a même pas de local pour accueillir les nouveaux bacheliers. Il faudrait quand même qu'on puisse aussi régler ce problème-là. Donc, vous voyez un peu. Et c'est la raison pour laquelle les administrations ont jugé nécessaire de purement et simplement rejeter ce budget parce qu'il n'est pas sincère. D'accord. Le budget n'a pas évolué. Vous manquez également de ressources humaines. Effectivement. 7000 enseignants pour 7000 étudiants plutôt pour 48 enseignants. Oui, 48 enseignants. Vous voyez, 48 enseignants. C'est très compliqué. Ouais. Et quelle est la conséquence sur les apprentissages? Oui, mais d'abord, du point de vue infrastructurel, donc la conséquence, c'est quoi? C'est qu'elle va jouer sur la qualité de l'apprentissage parce qu'on n'a pas de locaux. Donc, on n'a pas de laboratoire qui peut permettre de faire des TP. L'autre élément, c'est quoi? C'est le retard, effectivement, parce qu'on n'est pas nombreux, on est au nombre de 48. Donc, en moyenne, chaque département a 2 ou 3 enseignants, ce qui complique la situation, donc ce qui occasionne aussi des retards. Et cette année, si le budget ne suit pas, ça sera pire encore parce qu'il n'y aura pas de prise en charge pour les vacataires. Il n'y aura pas aussi de charges locales, de possibilité de pouvoir payer les charges, de prendre en charge les charges locatives. Donc, ce qui fait qu'en réalité, on aura du mal à accueillir nos vacataires.
Donc la situation risque de s'empirer au fil du temps. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, on a dit stop. Il faudrait que l'État puisse prendre ses responsabilités. Voilà. D'accord. Et comment vous vivez cette situation, vous, en tant qu'enseignant, gérer plus de 7000 étudiants seulement pour 48 enseignants? Oui, c'est dommage, hein, parce que moi, tout autant que nous sommes, j'ai l'habitude de leur dire que c'est des patriotes, c'est des gladiateurs, parce que malgré tout, quand même, ils se donnent à 100% pour pouvoir quand même atteindre les objectifs assignés dans cette université. Et c'est grâce à ce retard de 5 mois qu'on est en retard. Mais d'habitude, les enseignants font de leur mieux. C'est à l'université du Saint-Saloum où vous voyez des enseignants qui mettent, qui donnent de leur argent quand même pour que les actes pédagogiques puissent fonctionner. Ok? Donc on prend de notre poche en fait pour acheter des larronges. On prend de notre poche quand même pour pouvoir recevoir des collègues chez nous. Et tout ça, c'est pour que les actes pédagogiques puissent bien se dérouler. Et ça, quand même, à un moment donné, quand c'est trop aussi, quoi. Ouais, parce que nous ne pouvons pas aussi continuer à fonctionner dans ces conditions. Donc, c'est ça. D'accord. Vous devez sûrement avoir des classes pléthoriques. Est-ce que vous êtes rémunéré à la hauteur de ces classes pléthoriques? Oui, bon, la conséquence, l'autre élément, c'est quoi? C'est que les collègues sont obligés de faire ce qu'on appelle des heures complémentaires pour pouvoir rattraper ce gap. Donc, au lieu de se limiter à leur quantum horaire, aujourd'hui, on voit des collègues qui font plus que ça, le double, voire le triple, parce qu'ils sont obligés de le faire. Quand vous avez eu des salles qui sont aussi vétustes que ça, d'une capacité de 25 ou 50 étudiants, et que vous avez une promotion de 100 étudiants, vous êtes obligé de les faire tourner au fur et à mesure. Donc, vous voyez un peu, la charge de travail devient de plus en plus lourde. On a des collègues qui descendent à 20h, 22h, 21h. Donc, ce qui rend le travail de plus en plus compliqué. Donc, on va au-delà de nos charges de travail. Et je suppose que la situation n'est pas aussi bien gérée par les étudiants. Oui, on les comprend parce que les étudiants, ce qu'ils souhaitent, c'est de pouvoir faire une licence en 3 ans, un master en 2 ans. On les comprend et on comprend cette situation. Et heureusement pour les étudiants, ils sentent la présence des enseignants. Ils savent que les enseignants font de leur mieux pour que les choses avancent. Ils savent que les enseignants se sacrifient pour qu'ils puissent terminer à temps l'année. Heureusement pour nous. Et c'est la raison pour laquelle, sur ce point-là, nous interpellons l'État à prendre toutes ses responsabilités face à cette situation. Parce que ça ne peut plus continuer, en fait. Ça ne peut plus continuer, cette situation. Si on doit accueillir encore de nouveaux bacheliers, où est-ce qu'on va les mettre? Au moment où nous avons des promos qui sont là, des promotions qui sont là, depuis 2019-2020, qui ne sont pas encore sortis et qui n'ont pas encore obtenu leur licence. Donc, ce qui veut dire que la situation est très compliquée actuellement. Et que dit le ministre de tutelle, Dr Abdourahmane Diouf? Jusque-là, nous, la situation, on s'attendait à ce qu'il nous appelle pour qu'on puisse discuter ou qu'il fasse le déplacement comme il l'a fait dans les autres universités, qu'il puisse venir nous rencontrer. Parce que lors de sa tournée de l'année dernière, nous lui avons fait visiter nos locaux. Il a vu tout ce qui se passe dans cette université, les conditions de travail précaires, et il nous avait promis quand même qu'il y aura un geste qui serait fait. Et il nous avait aussi promis que nos locaux seraient prêts en octobre 2025 et que cette situation-là ne sera que dans le passé. Donc jusque-là, on n'a pas de retour sur ces différents éléments. Aucune réaction de sa part. Hormis le fait qu'il dit que quand il aura des ressources supplémentaires, il pourra quand même nous positionner et nous donner en effet un surplus ou améliorer notre budget. Et ce à quoi quand même nous ne croyons pas, en quelque sorte. Nous ne le croyons pas parce que nous voulons des engagements fermes de la part du ministre pour nous dire tout simplement que telle situation elle est là, il faudrait qu'on puisse trouver très rapidement une solution pour régler ce problème. Donc jusque-là, il ne vous a pas reçu? Rien du tout, rien. On est à l'écoute. D'accord. En fait, le ministre d'alors, au moment de lancer les travaux, c'était le ministre de l'Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, lui-même avait promis la livraison des chantiers entre 2023 et 2024. Et jusque-là, les chantiers tardent toujours à être livrés. Effectivement, les chantiers tardent et à un moment donné, les chantiers étaient à l'arrêt aussi. Ça, il faut le reconnaître. On ne comprend pas où est-ce que ça bloque. Et j'en profite aussi pour dire, pour faire un plaidoyer pour l'ensemble des universités actuellement, c'est la même situation. Les chantiers ne suivent pas. Et on ne comprend pas pourquoi cette situation, elle doit perdurer jusque-là.
parce que c'est devenu de plus en plus compliqué. Au même enceinte comme les autres, à l'image des autres universités du Sénégal. À Sansec, comme UGB, comme UCAD, c'est la même chose, c'est la même situation qui est là. C'est des chantiers qui sont soit à l'arrêt et c'est des chantiers qui ne sont jamais livrés à fin. D'accord. Et qu'est-ce que vous comptez faire si rien n'est fait, si le ministre ne réagit pas, ne répond pas favorablement à vos doléances? Ce qui est sûr, un plan d'action a été mis en place. Hein. Donc, nous nous sommes réunis d'abord, nous avons mené des réflexions pendant des jours. Okay? Et nous nous sommes dit, par rapport à cette situation-là, il faut qu'on ait un plan d'action. Et nous avions commencé, comme je l'ai dit, par alerter, par faire des sorties médiatiques, par rencontrer certaines autorités aussi, pour qu'ils fassent le plaidoyer auprès du président, mais aussi auprès du Premier ministre, pour qu'ils sentent en réalité la situation catastrophique que nous vivons ici à l'UCED. Ceci étant fait aussi, nous sommes passés à une étape, c'est de décréter ces 48 heures. Et aussi dans le plan d'action, il est prévu pas mal d'activités. Il y aura aussi, sûrement dans les prochains jours, vous allez en entendre parler, il y aura une marche qui sera organisée, mais on continue aussi de multiplier le dialogue avec les autorités pour voir en effet comment est-ce qu'on peut faire pour que nous nous associons autour d'une table avec les autorités compétentes, notamment le ministère, mais aussi le Premier ministre, pour voir en effet quelle serait la solution idoine pour régler ce problème. Oui. D'accord. Mais un plan d'action a été mis en place et ce plan d'action sera exécuté jusqu'à ce que nous ayons gain de cause. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, vous suivez votre émission L'encre et la plume qui reçoit ce matin Cheikh Atab Mani, enseignant-chercheur à l'université du Sine Saloum, El Hadj Ibrahima Niass, coordinateur de SAES section université du Sine Saloum. Cheikh Atab, dites-nous quels sont les défis auxquels fait face l'université du Sine Saloum, El Hadj Ibrahima Niass? Bon, là, comme je l'ai dit, c'est une université à vocation agricole. Donc, une université qui doit former dans les métiers de l'agriculture. Et qui dit métier de l'agriculture, qui est un secteur clé dans le projet de l'État, qui est un projet 2050. Donc, là, nos objectifs, nous, c'est de pouvoir former des agents ou des techniciens qu'on mettra sur le marché dans le domaine de l'agriculture. Et comme je l'ai dit, c'est une université qui, en effet, devrait être doté de tous les moyens nécessaires pour que la formation soit optimale. Donc, nous nous lançons comme défi actuellement de pouvoir passer un cap, c'est-à-dire les formations qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de pouvoir opter vers des formations plus pratiques en réalité. De former des jeunes, en effet, qui seront opérationnels une fois sur le marché du travail, parce que c'est ce que nous faisons actuellement. Et cette situation que nous vivons aujourd'hui nous empêche quand même, nous limite dans cette activité-là, de former des jeunes qui sont opérationnels à la sortie dès l'obtention de la licence. C'est le défi que nous lançons actuellement à l'université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass. D'accord. Et qu'en est-il de l'environnement de l'université? Bon, là, actuellement, avec les locaux d'emploi, on ne dira pas que l'environnement est adéquat. Il n'est pas adéquat. Parce que nous squattons des lycées, nous squattons des CRFPE et même des salles d'audience ou des salles de fête. Ce qui ne rend pas le travail très amusant ou très optimal. Donc, c'est la raison pour laquelle nous demandons quand même que nos chantiers soient livrés. Et là, on sera en mesure de pouvoir donner ce que nous avons appris aux étudiants. Oui. D'accord. Cheikh Atab, actuellement, on dirait que c'est l'enseignement supérieur actuellement qui est en crise. Aujourd'hui, vous êtes en grève. Avant, c'était Ziguinchor, Dakar, entre autres. Comment est-ce que vous voyez cette crise au sein des universités actuellement? Non, la situation, elle est compliquée dans toutes les universités. Je pourrais même dire nous la même situation. Parce que tout simplement, les raisons sont très simples. C'est les infrastructures, c'est les budgets qui ne suivent pas. Donc, c'est une situation qui a perduré. Elle n'est pas nouvelle au Sénégal. Donc, depuis avec les gouvernants passés, donc c'était la même chose. Donc, tout simplement, le SAES a usé en quelque sorte de son statut pour pouvoir quand même jouer un peu à stabiliser l'année malgré ses difficultés. Et si vous le constatez bien, on constatera ensemble que ça fait un moment que le SAES n'est pas allé en grève. Donc aujourd'hui, si nous sommes arrivés à là, parce qu'aucune mesure n'a été prise et aucun engagement lors des sports
qui ont été mises en place avec le syndicat n'ont été respectées pour la plupart. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, il faut que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités et faire face aussi à ses responsabilités en quelque sorte. Donc, et c'est la raison pour laquelle vous voyez dans toutes les universités, tout le monde bouge. Tout le monde bouge parce que quand c'est trop, c'est trop. Et à un moment donné, il faut savoir vraiment dire stop et mettre tout le monde face à ses responsabilités. Bien sûr. Les défis sont nombreux, donc les opportunités de cette université du Sine Saloum. Oui, nous avons plusieurs opportunités de formation parce qu'une université, comme j'ai dit tout à l'heure, qui en effet dispose de 36 licences professionnalisantes, qui forment dans des métiers vraiment agricoles et connexes. Donc, il y a beaucoup d'opportunités au sein de cette université. Mais pour que cette université puisse être optimale, fonctionner de façon optimale, il faudrait la doter de moyens. Et les moyens, c'est quoi? C'est le budget et c'est les infrastructures, tout simplement. D'accord. Cheikh Atab, aujourd'hui, l'université du Sine Saloum dispose de 3 campus répartis entre la région de Fatick, Kaolack et Kaffrine. Comment est-ce que vous vivez cette situation, vous qui êtes enseignant? Difficile, mais bon, on s'y est habitué depuis 2019 à être mobile. Donc, ce qui fait que nous avons des collègues qui font cours dans les 3 campus. Donc, et comme vous le savez, la charge devient très lourde parce que pour un collègue qui fait cours à Kaolack, qui doit aller à Kaffrine le lendemain ou le surlendemain à Fatick, mais là actuellement on s'y est habitué parce que, comme je l'ai dit, nous sommes engagés quand même à ouvrir cette université et nous sommes engagés à relever tous les défis liés à la formation des jeunes. Donc, ce qui fait qu'en réalité, nous n'avons d'autre choix que d'enseigner et de faire monter en puissance cette université. Parce que c'est une université quand même dont l'ambition est de faire quand même de cette université un pôle d'excellence quand même. Ça, il faut le reconnaître. Oui. D'accord. Vous avez beaucoup de problèmes à l'université du Sine Saloum, mais quelles sont les urgences de l'heure? Là, à l'heure, on a 2 urgences. C'est les infrastructures, c'est revoir à la hausse le budget de l'université. C'est nos 2 exigences actuellement. C'est les 2 urgences qu'on a actuellement. Si on a nos locaux, si le budget est revu, parce que là, comme je l'ai dit, nous avons un gap de presque 600 millions qu'il faudra quand même régler. Okay? Nous avons aussi des arriérés de location. Donc, ce qui fait qu'en réalité, l'urgence aujourd'hui, c'est de pouvoir quand même augmenter le budget, mais aussi de pouvoir nous livrer nos chantiers. Ouais, c'est les 2 urgences majeures actuellement à l'université du Sine Saloum. D'accord. Justement, qu'en est-il de ces chantiers? Bon, les chantiers sont, pour certains chantiers, donc on voit qu'il y a une reprise partielle en quelque sorte, parce que concernant la partie sociale par exemple, qui est une composante importante à l'université, donc on voit que les chantiers sont pour la plupart à l'arrêt. Donc ce qui en réalité, la conséquence, c'est que même si la pédagogie, les chantiers sont livrés, mais il faudrait d'ailleurs trouver un dispositif qui permettrait aux étudiants de pouvoir tous les matins aller faire cours. Parce que les locaux, du point de vue pour le social, ne sont pas encore disponibles. Donc, sont pour la plupart à l'arrêt. Donc, ce qui fait qu'en réalité, il faudrait que l'État puisse trouver un mécanisme qui permet quand même de débloquer cette situation. Oui. D'accord. Cheikh Atab Mané, vous êtes également enseignant-chercheur à l'université du Sine Saloum, El Hadj Ibrahima Niass. Dites-nous, qu'est-ce que la recherche dans l'enseignement supérieur? Bon, la recherche dans l'enseignement supérieur, elle est primordiale. Parce que sans recherche, vous n'avancez pas. Et pour faire de la recherche ici, il faudrait quand même qu'il y ait un plateau technique qui vous permet quand même de pouvoir le faire. Sinon, c'est assez compliqué. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que il faudrait quand même, nous qui sommes dans le domaine agricole, on arrive quand même dans les secteurs à trouver des solutions. Parce qu'on parle souvent de recherche-développement, de recherche-innovation. Donc, moi, par exemple, dans le secteur que je suis, en machine agricole, j'arrive à identifier le boulot d'étendement et apporter des solutions face à des problèmes assez compliqués dont sont confrontés les producteurs au niveau de cette zone, du bassin arachidier, mais aussi de la vallée du fleuve Sénégal. Donc, vous voyez un peu ce que ça fait. Ce qui veut dire que la recherche, elle est importante pour le développement d'un pays. Et tous les collègues, quand même, s'activent à solutionner des problèmes liés à quelconque domaine, notamment l'agriculture, le pétrole, la science de façon générale. Donc, nous, au niveau
de l'enseignement supérieur, ce que nous demandons à l'État, et je pense que le président de la République dans son plaidoyer aussi est sensibilisé par rapport à ça, c'est de permettre aux enseignants-chercheurs du Sénégal d'avoir un plateau technique, pour pouvoir faire de la recherche dans leurs universités. D'accord. Et quelle est l'importance de la recherche dans l'enseignement supérieur? Non, elle est importante parce qu'elle permet tout simplement de pouvoir, en quelque sorte, redynamiser ces supports de cours. Parce que les cours aussi, il faudrait être apte de pouvoir, en les préparant, à pouvoir quand même trouver des éléments qui permettent aux étudiants de savoir ce qui se passe actuellement dans le monde. Et c'est grâce à la recherche quand même que nous parvenons quand même à pouvoir dynamiser au fur et à mesure nos supports de cours, de pouvoir quand même délivrer des cours assez optimales, mais aussi de pouvoir quand même faire passer un message, aux étudiants qui leur permettent quand même de pouvoir avoir de la connaissance du point de vue technique, mais aussi technologique. D'accord. Est-elle valorisée dans les universités du Sénégal, la recherche? Oui, dans une certaine mesure, parce que nous parvenons à produire des articles de qualité. Nous parvenons quand même à produire des articles de qualité qui, au niveau international, sont compétitifs, sur des revues qui sont indexées aussi. Donc, elle est valorisée. Même si les moyens ne suivent pas, même si le plateau technique ne suit pas, mais les enseignants-chercheurs, les chercheurs et les enseignants-chercheurs trouvent toujours des mécanismes pour pouvoir quand même valoriser ce qu'ils font comme recherche. Et c'est ce qui attire quand même certains partenaires ou des bailleurs qui financent en effet des projets de recherche ou de développement dans certains secteurs. Est-ce que vous êtes financé? Oui, à l'Université du Saloum, nous avons pas mal de projets. Par exemple, à l'Université du Saloum, nous avons des projets avec des universités allemandes, financés par le gouvernement bavarois. Nous avons aussi des projets avec, dans le cadre de la recherche-développement, un projet que l'on appelle le PA Pétal. Nous avons pas mal de projets qui touchent énormément la recherche en agroécologie, en machinisme agricole, donc qui sont financés par des bailleurs. Donc, ce qui suscite quand même l'engouement qu'il y a énormément de problèmes à solutionner et qu'il faut quand même faire de la recherche pour pouvoir quand même apporter des solutions. D'accord. Vous l'avez dit, la recherche est très importante dans les universités, mais on note quand même une faiblesse du potentiel de recherche au Sénégal et également dans la sous-région. Oui, effectivement. Ceci est tout simplement lié au fait qu'il n'y a pas que le plateau technique ne suit pas. Tout simplement ça, parce que pour faire de la recherche, il faut investir. Il faut investir à mettre en place un dispositif qui permettrait aux chercheurs de pouvoir quand même faire de la recherche en quelque sorte. Et c'est ce qui manque en réalité dans nos pays. C'est ce qui manque. D'accord. Rappelez-nous les doléances des enseignants de l'Université du Sine Saloum de manière générale. Donc, les doléances, c'est les infrastructures. Et quand je dis infrastructure, c'est la pédagogie, mais aussi le plateau technique qui permet aux enseignants de faire de la recherche et aussi de faire des TP pour les étudiants. Et l'autre élément, c'est le budget, donc qui ne suit pas depuis 2020, alors que l'université est en train de monter, l'université est montée en puissance, enfin. Donc, et comme je l'ai dit, nous sommes passés de 1300 en 2019 à 8000 étudiants actuellement en 2025. Et nous sommes aussi dans les dispositions, actuellement nous sommes dans les préparatifs, pour ne pas dire dans les dispositions, d'accueillir les nouveaux bacheliers. Donc, ce qui veut dire que la situation va être de plus en plus compliquée, étant donné que là, ce que nous avons là comme étudiants, nous n'arrivons pas quand même à les mettre quelque part pour faire cours. Donc, il faudra quand même trouver une solution très rapidement pour pouvoir accueillir ces nouveaux bacheliers. Parce que le calendrier étant ce qu'elle est, donc il faudra trouver un mécanisme pour ne pas être en retard, tout simplement. Aujourd'hui, on est au mois de janvier, donc il faudra trouver dans les plus brefs délais une solution pour pouvoir accueillir les nouveaux bacheliers. Ouais. D'accord. Quel message lancez-vous au gouvernement pour régler cette situation? Nous leur demandons tout simplement de trouver des solutions face à ces deux problèmes. Parce que nous, là, notre responsabilité, elle n'est plus engagée dans ce sens-là. Parce que nous avons été recrutés pour enseigner. Nous avons été recrutés pour qu'au moins qu'il y ait le minimum pour que nous enseignions. Et le minimum, c'est ce que nous demandons. Le minimum, c'est d'avoir un budget décent et c'est d'avoir des infrastructures. Parce qu'à un moment donné, nous ne pouvons pas continuer comme nous l'avions fait pour ouvrir cette université, à aller chercher des salles, à contribuer toujours comme on le fait, à faire venir des vacataires. Et ça, c'est devenu de plus en plus lourd pour les enseignants. Étant donné que c'est des enseignants quand même qui ont des charges pédagogiques, qui doivent faire de la recherche, donc il faudra quand même pouvoir les décharger en un moment donné. Et pour les décharger, tout ce que nous demandons, c'est le minimum, comme je l'ai dit, c'est un budget décent
et aussi c'est des infrastructures, nos infrastructures, la livraison de nos chantiers. Et que diriez-vous au ministre Dr Abdourahmane Diouf? Souvent, vous tiriez sur lui. Non, en fait, je ne tire pas sur lui. C'est que quand même, ça fait mal d'écouter le Mesri qui cite des universités, je ne vais pas citer d'université, mais en réalité qui oublie Hussein parmi ses urgences. Ça fait mal quand même. Au moment où, lors de son passage ici, lui-même a reconnu que vous êtes dans des conditions précaires. Lui-même l'a reconnu. Et aujourd'hui, si on en arrive à là, donc je me dis que peut-être dans une certaine mesure, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Parce que quand vous promettez aux gens la livraison des chantiers en octobre, et que les choses ne suivent pas, et qu'on vous alerte sur la situation de l'université, déjà, quand on vous demande, lors des orientations, on vous donne un nombre d'étudiants à orienter dans une université, et que vous nous donnez un surplus, là aussi, c'est problématique. Ce qui veut dire que derrière, ils ne respectent pas, en effet, les décisions émanant des instances des universités. Et ça, c'est important, parce qu'à l'université, il y a des instances qui décident, et qui, en effet, sont très, très bien habilités et très dotés pour pouvoir quand même prendre les dispositions nécessaires au niveau des universités. Donc, vous avez le conseil d'administration, le conseil académique, les UFR, qui, en effet, sont chargés de veiller au bon fonctionnement de l'université. Et là, derrière, ça fait très mal quand même quand on l'entend parler et qu'il ne cite pas Hussein parmi ses urgences. Parce qu'actuellement, c'est la seule université, comme je l'ai dit, qui n'a pas ses propres locaux. C'est la raison pour laquelle on se dit qu'il faudra quand même, à un moment donné, lui rappeler ses engagements. Et derrière aussi, je pense que quand vous êtes ministre de tutelle, il faudra à un moment donné prendre ses responsabilités et pouvoir quand même apporter des solutions dans l'immédiat face à certains problèmes critiques. Chez Atab, les chantiers, à vrai dire, sont presque terminés, mais ça tarde toujours à être livré. Qu'est-ce qui bloque selon vous? Bon, là, nous l'ignorons, c'est ce que nous voulons savoir. Parce que là, comme je l'ai dit, c'est des chantiers qui sont à un taux d'exécution de 85%. Donc, ce qui reste, pour certains campus, c'est l'assainissement, c'est la voirie. Donc, il faudrait quand même que les dispositions soient prises face à cela. Et nous voulons vraiment savoir qu'est-ce qui bloque ces chantiers-là. Parce que depuis lors, on nous promet une livraison de chantier, et ça ne date pas de maintenant, et tout le temps, c'est une date qui est tout le temps reportée. Donc, on nous avait promis, avec l'ancien régime, une livraison en juin passé, donc ceci n'étant pas fait. On nous avait aussi promis une livraison en mars avant les élections, c'est pas fait. Et aujourd'hui, avec le ministre, c'était en 2024, octobre 2024, aussi c'est pas respecté. Et jusque-là, nous n'avons plus de date. Et à un moment donné, on a l'impression qu'on nous donne plus de dates parce que quand on demande, on nous dit, quand on vous donne des dates et que c'est pas respecté, vous dites qu'on n'a pas respecté. Mais il faut quand même être sérieux parce qu'on parle de l'enseignement supérieur. On parle de temple du savoir, là où on forme des gens qui, en effet, sont l'avenir de ce pays. Il faudrait quand même que des mesures soient prises face à cette situation-là. D'accord. Vous avez observé 48 heures de grève qui a été très bien suivie. Quelle sera la prochaine étape? La prochaine étape, comme je l'ai dit, on a un plan d'action qui a été mis en place. Donc là, nous nous préparons pour une assemblée générale la semaine prochaine et nous allons échanger avec les camarades, évaluer la situation, voir ce qu'il en est. Donc s'il n'y a pas de réaction, comme je l'ai dit, nous avons dans notre plan d'action des activités telles qu'une marche. Nous continuons aussi, il faut rappeler que nous continuons aussi d'échanger avec certaines autorités compétentes qui portent aussi le plaidoyer auprès du PM, auprès du Premier ministre, mais aussi auprès du président, pour que quand même le message puisse aller très loin. D'accord. Vu la situation économique du pays, le Premier ministre Ousmane Sonko avait appelé tous les travailleurs à un climat social apaisé jusqu'à ce que le problème soit résolu. Vous adhérez à cette idée? Oui. Bon, moi je me dis que le climat apaisé, c'est ce que nous recherchons. Mais je pense que pour avoir un climat apaisé, il faut avoir le minimum. Et comme je l'ai dit, nous demandons le minimum. Nous, déjà, à l'usine, nous fonctionnons malgré que les conditions sont catastrophiques, malgré que nous sommes dans des conditions très précaires d'apprentissage et de travail. Nous arrivons à fonctionner et nous avons un climat apaisé au niveau de l'usine, en quelque sorte. Le climat, il est apaisé. Maintenant, ce que nous demandons, c'est le minimum. Parce que là, on ne peut pas nous surcharger. On ne peut pas nous mettre à 4 ou 5 dans un bureau. En tant qu'enseignant-chercheur, nous devons faire de la recherche. On ne peut pas quand même être là tous les ans à être fermé pendant 5 mois parce que nos locaux sont soit inondés, soit il faudra quand même revoir comment est-ce qu'il faudra refaire la toiture, par exemple, des salles, des locaux d'emprunt. Vous imaginez cet investissement? Nous investissons beaucoup dans des bâtiments qui ne nous appartiennent pas.
Parce qu'aujourd'hui, ces bâtiments dont les dalles tombent, ces bâtiments qui sont fissurés et tout, donc à un moment donné, si vous n'avez pas la possibilité de louer d'autres bâtiments, vous êtes obligé de, de pouvoir quand même les réaménager. Donc, ce qui est une charge très lourde pour cette université-là. Et comme je l'ai dit, pour avoir un climat apaisé, il faut avoir des conditions minimum de conditions de travail. C'est ce que nous demandons. D'accord. Et quelles sont ces conditions minimum? Ces conditions minimum, c'est qu'on nous livre nos chantiers. On nous livre nos chantiers, qui revoient notre budget pour qu'on puisse fonctionner. Et comme je l'ai dit, cette université n'est jamais allée en grève depuis qu'elle a démarré. Et pourtant, elle a des problèmes. Elle a énormément de problèmes depuis son ouverture. Énormément de problèmes. Mais parce que nous les gérons en interne et que nous nous sommes dit à un moment donné, l'État, quand même, va apporter des solutions face à nos difficultés. Oui. D'accord. Donc, tout ce que vous voulez, c'est la livraison des chantiers. Oui, livraison de chantiers et revoir notre budget. Parce que, comme je l'ai dit, un budget qui n'est pas sincère, un budget qui, en effet, ne couvre pas les charges liées à la pédagogie, un budget où vous n'avez pas une prise en charge des vacataires pour du SEN, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que la plupart de la majorité de nos intervenants sont des vacataires. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, Cheikh Atta Mané. Le mot de la fin, c'est quoi? Bon, je vous remercie d'abord pour l'invitation parce que ça permet quand même de faire passer le message et aussi remercier les auditeurs qui nous écoutent et surtout aussi remercier les collègues de l'Université du Sine Saloum et la Ibrahima Niasse pour la mobilisation parce qu'ils ont compris en réalité les enjeux actuels auxquels fait face l'Université du Sine Saloum. Et pour finir aussi, remercier le SAES national, donc tous les camarades des universités du Sénégal qui quand même ont apporté leur soutien et ont envoyé aussi des messages de soutien derrière tout cela. Et aussi vraiment faire passer un message pour dire au Premier ministre, au Président de la République, nous gestons vraiment. Nous gestons vraiment, parce que c'est une université dont l'importance est capitale dans ces trois régions. Et il faudrait quand même que des solutions puissent être trouvées pour qu'on puisse quand même atteindre l'excellence, qui est en effet l'un de nos objectifs phares. C'est important. Merci beaucoup, Cheikh Atta Mané. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'Université du Sine Saloum, El Hadji Ibrahima Niasse, coordonnateur de SAES section Université du Sine Saloum. Merci d'être là à Rewmi FM. Merci également à vous, chers auditeurs, que nous suivez depuis 9h. Merci à Diao Diallo, merci à Bassir Sissé pour la mise en onde de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.